Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Alix. Salut. On est là? On est là. On part? Petite césure ou pas? J'en rêverais. On va pas refaire ça, non? Je pense que c'est un peu compliqué là. On va en parler avec notre invité. Il faut parfois savoir ralentir, c'est vrai, ralentir, pour faire les bons choix. Le MAG s'intéresse aujourd'hui, vous l'aurez compris, à l'année de césure, avant éventuellement d'entreprendre des études supérieures. Pourquoi pas? La césure, condition essentielle pour réussir. C'est la question posée dans une tribune. Nous recevons dans un instant son autrice. La césure est un acte de lucidité quand elle est bien choisie et encadrée. Mais comment bien la préparer? Faut-il forcément partir à l'étranger? Comment changer la perception de cette césure et comment la rendre accessible à tous? Ça aussi, c'est une question importante. Il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle d'Education First, un programme qui propose des séjours dans 50 destinations à travers le monde. D'accord. On va pas apprendre qu'à parler anglais, quoi. Non. Allez, on y va. Et on accueille Sandrine. Bonjour Sandrine Martin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directrice de l'enseignement supérieur et jeunesse de l'AFEV, autrice de cette tribune dont on va parler dans un instant. L'AFEV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... L'association de la Fondation étudiante pour la ville. Et vous êtes donc spécialisée enseignement supérieur et du coup année de césure. Alors pas spécifiquement année de césure, mais engagement des jeunes. D'accord. Et donc l'année de césure fait partie des possibilités. C'est quoi une année de césure, Sandrine? C'est prendre le temps avant ou pendant ses études de pouvoir réaliser une action qui est différente du cursus habituel. C'est ça, parce qu'on peut me corriger tout de suite. J'ai mis une petite coquille dans le sommaire. Moi, j'ai dit, en gros, après le bac, mais ça peut être... Tout au long du cursus. Tout au long du cursus. Oui, ça peut être... alors, peut-être avant le bac, non, pas là. Le dispositif, il est à partir... à partir du bac, effectivement. On peut très bien faire une année à la fac et ensuite se dire, allez, petite césure, petite coupure, j'ai besoin de me recentrer. Pourquoi elle est si importante, d'après vous, cette année de césure? Et peut-être première question, pourquoi elle est si méconnue? Alors, pourquoi elle est méconnue? Il y a très peu d'informations en fait qui sont données sur le dispositif et souvent qui sont noyées dans la masse d'informations qu'on a au moment du passage vers le supérieur. Donc déjà sur l'orientation c'est compliqué, mais en plus sur le fait de prendre du temps pour ne pas continuer ses études, il y a assez peu de temps prévu pour parler de ce dispositif-là. Donc je pense que c'est la principale raison. Vous dites dans votre tribune qu'il est urgent de remettre en question nos dogmes éducatifs, à commencer par celui justement d'enchaîner après le bac des études immédiates. Ça a été dit là dans pas mal de reportages faits. Le système français est un des seuls où c'est pas prévu. En Europe, cette idée de prendre du temps après le baccalauréat ou équivalent est quelque chose de très commun. Aujourd'hui, dans notre système français, c'est pas prévu en tant que tel de prendre du temps à la fois pour tester ses compétences, pour affiner son orientation, et puis pour avoir un peu des chemins de traverse avant de rentrer dans un... C'est quoi? On se dit que c'est une prise de risque, ça va même pas être inscrit au final officiellement dans notre parcours, sur notre CV? Alors en fait, la plupart des jeunes le voient comme une prise de risque parce qu'il faut pas redoubler, parce qu'il faut enchaîner, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut faire, parce qu'il faut avoir un projet somme toute assez linéaire. C'est ce qu'on demande aux jeunes quasiment tout le temps. On voit que les parcours sont absolument pas linéaires et que c'est pas parce qu'il est linéaire qu'il est heureux ou en tout cas bien perçu par les jeunes à la fin. Et donc oui, il n'y a pas de... Pression financière aussi? Alors tout à fait. Ouais. Ça c'est un autre élément. Il y a le fait que ce soit valorisé ou pas dans le cursus en termes de compétences, mais il y a aussi le fait qu'il faut le financer. Et on a aujourd'hui une précarité chez les jeunes et notamment chez les étudiants qui est très forte. Et donc quand on méconnaît le dispositif, c'est vrai que c'est pas celui auquel on pense en premier. Et vous pensez que c'est fait pour tous les profils? Peut-être pas. Non, on n'est pas, nous, sur une vision dogmatique il faudrait une année de césure pour tous, absolument. Mais quand on voit... pour qui, alors? Quand on voit le niveau d'échec en première année de licence, notamment. Alors, d'échec, c'est pas forcément un échec tout au long du parcours, mais le fait qu'il y ait énormément de jeunes qui se soient plantés d'orientation assez simplement, le fait qu'on a quand même aussi un niveau de problématique de santé mentale très forte en ce moment. Alors, quand je dis santé mentale, c'est pas les situations pathologiques les plus lourdes, mais des jeunes qui savent pas où ils vont, parce qu'ils sont un peu dans le vague, un peu perdus, et qui ont besoin à un moment donné de pouvoir prendre le temps de se poser, de savoir ce qu'ils sont capables de faire et surtout ce qu'ils ont envie de faire et envie d'être. Il n'y a pas aussi, pardon de vous couper, Sandrine, un petit phénomène, moi j'ai connu ça, je pense comme pas mal d'autres gens, au-delà de la santé mentale, mais un petit phénomène de décompression. Tiens, je sais pas moi, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis à 18 ans, faut réenchaîner là et... ça s'étiole un petit peu comme ça. Bon, je pense que dans le fait des chiffres qu'on a
non-passage en deuxième année et de décrochage en début de licence, il y a un peu de ça. Moi, je pense qu'il y a... Au bout de 2-3 mois, tu vois que sur les bancs de la fac, ça se... Ah oui, au bout de 3 mois, il y a moins de monde. Ça se blanchit. Et on sait que... Pardon. Oui, allez-y, je vous en prie. On sait quel impact ça peut avoir, cette perte de motivation post-bac, en fait, sur leur parcours. Ça peut avoir un impact durable? Elle est très forte. Alors, en tout cas, à court terme, c'est entre 20 et 30% des jeunes qui arrêtent ou qui décrochent au début de la licence. En tout cas, là, je parle du système universitaire, parce que les grandes écoles, c'est autre chose. Et donc, dedans, il y a forcément la perte de motivation. Et le fait de pouvoir enchaîner avec un dispositif éducatif qui n'est pas du tout le même que celui qu'ils avaient au lycée, c'est parfois très difficile pour bon nombre de jeunes. Une année de césure, c'est forcément synonyme de pause? Alors, pause pour l'esprit, en tout cas, peut-être dans la tête, mais... Pause dans le cursus classique, après pause dans l'activité, pas forcément. Non, c'est ça, du tout, on peut être très très actif pendant son année de césure. Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire plein de choses et qui se disent si je poursuis mon cursus maintenant, j'aurai pas le temps de le faire. La question de partir à l'étranger, c'est un élément, même si... C'est prépondérant, ça, le côté je veux partir, je veux découvrir une... Pas forcément, il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent se tester. Donc se tester soit par l'activité professionnelle, parce que c'est pas une option, en vrai, de pouvoir travailler tout au long de son parcours, alors même qu'il y a presque 40% des jeunes qui travaillent pendant leur cursus. Et de se tester aussi en termes d'engagement. On a des jeunes aujourd'hui qui s'engagent dès le lycée, de manière importante, et qui ont envie de prendre ce temps-là pour se découvrir, mais aussi pour être utile à l'intérêt général. Et ça ressemble à quoi, une année de césure à l'étranger sous forme d'engagement? Alors ça peut être... Alors il y a plein de possibilités différentes. Moi, je ne suis pas spécialiste à l'étranger, plutôt plus spécialiste en France, notamment via le service civique, qui est un bon dispositif pour faire son année de césure, parce que ça laisse le temps de faire autre chose, de bosser son orientation, et en même temps... Qu'est-ce qu'on fait justement pendant ce service civique? Eh ben, on s'engage sur une action de solidarité. Alors, à la FEF, sur une action de solidarité, principalement sur les questions éducatives, mais ça peut être dans tout autre domaine, mais toujours au service d'une cause pour la société. Et c'est plutôt un moment où, à la fois, on crée des liens aussi avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, souvent pas forcément de son propre milieu social, et puis ça permet de se tester vraiment en termes de compétences. Moi, ce que je vois le plus, c'est des jeunes qui se disent je sais pas du tout quoi faire après le bac, je sais pas ce dont je suis capable, et je sais pas ce qui me plaît vraiment. Et donc ça permet vraiment de voir un peu de quoi on a envie. Mais donc ça, c'est très professionnalisant. Pas uniquement, puisque la question de l'engagement, c'est pas qu'à but professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque après de ne pas vouloir revenir sur les bancs de la fac, ou en tout cas dans le cadre de cours plus théoriques? Il y a toujours un risque au fait de ne pas choisir ce que ses parents ou soi-même avaient choisi avant le bac. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas plus productif que, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est le bon, mais plus efficace, pas plus utile que de se dire je vais faire un an de fac et où globalement je vais me planter, où c'est démotivant quand même. L'échec, c'est quand même pas très facile à assumer. Et de se dire, avec ce système-là, je vais me projeter de manière différente. Mais je le redis, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais alors, c'est plus l'élève, l'étudiant qu'il faut convaincre, ou peut-être son entourage familial, pour ne pas dire ses parents? Les parents. La plupart des choix d'orientation sont quand même prescrits par les familles. Et donc, bien évidemment, le choix parental, il est hyper important. C'est pour ça qu'on a essayé de surfer un peu sur l'annonce de la Première ministre. C'est très rare. Alors, rappelez-nous justement, qu'est-ce qu'elle annonce effectivement la Première ministre? Le fait qu'elle ait mis en avant cette idée de faire une césure après le lycée pour les jeunes qui en avaient besoin, c'est quelque chose qui n'est pas convenu dans le parcours classique. Et là, le fait de légitimer institutionnellement, c'est très important pour les familles, et notamment les familles populaires. Et du point de vue des écoles, même des facultés, est-ce qu'il y a là aussi un travail à faire? Alors, je pense que c'est pas la même chose du point de vue des grandes écoles que des universités. Les universités, elles sont confrontées quand même à beaucoup de jeunes qui sont en difficulté quand ils arrivent en première année, et souvent sur des orientations qui ne sont pas vraiment choisies. On est en plein dans Parcoursup. Alors moi, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est la chance d'ailleurs, de le vivre en ce moment avec un de mes fils. Et ça va? On sait que parfois c'est plus dur pour les parents que pour les enfants. Comme tout le monde. Après, voilà, tout système a ses défauts et ses qualités, mais je trouve, moi, que cette idée de légitimer des parcours qui ne sont pas les parcours tubulaires et qui vont permettre à un moment donné, potentiellement aux établissements d'enseignement supérieur comme les universités, d'encadrer ce temps-là et de permettre d'apporter les compléments d'information ou potentiellement de valider aussi les compétences qui seront acquises pendant cette année-là, ça me semble être super important. Les grandes écoles, le système est un peu différent. Petite précision, je devais dire un extrait justement de votre tribune sur le coût justement estimé pour
tous ces jeunes qui abandonnent leurs études, pourquoi pas en première année. Le ministère de l'Enseignement supérieur estime que entre 11 000 et 17 000 euros, le coût public de la formation d'un étudiant par an, c'est aussi une problématique pour le modèle économique et la gestion du logement étudiant quand une année d'études est abandonnée faute de sens ou préparation. C'est un investissement perdu. Tout à fait. Alors déjà, c'est un coût humain, parce que je vous le disais, l'échec, il est quand même difficile à vivre pour un certain nombre de jeunes et leurs familles. Mais c'est aussi un coût en termes de modèle économique des établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, quand on prévoit un chargé de TD ou des profs pour un volume d'élèves et qu'au bout de 3 mois, il y en a un tiers qui est parti, forcément, il y a un investissement qui est pas en tout cas qui est pas utile. Et de la même manière, on parle beaucoup du logement, parce que le logement étudiant est quand même une grosse tension aujourd'hui. Par exemple, dans les Crous, vous avez une tension qui est très 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 forte au moment de la rentrée et quasiment tous pleins. Mais au bout de 3 mois, il y a des places vides. Et donc dans le modèle économique aussi de ce système de logement, alors c'est vrai pour les Crous, mais c'est vrai aussi pour les bailleurs sociaux ou privés, forcément, c'est difficile à tenir. Faire du logement étudiant aujourd'hui, c'est pas forcément un investissement toujours facile à gérer. Alors c'est plutôt un investissement rentable pour les promoteurs, mais en termes de gestion locative, c'est une vraie problématique. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas les études à l'aune de cette problématique-là en premier, mais il n'empêche que c'est aussi un des gros freins au fait que les jeunes réussissent leurs études, la question du logement et du coût du logement. Et peut-être il y aurait des choses à réfléchir sur comment on repense cette orientation pour faire en sorte que tout puisse s'emboîter correctement et être moins dispendieux en termes financiers et qu'on puisse réinvestir cet argent sur autre chose. Mais aujourd'hui, en l'état, quelles sont les alternatives pour les élèves les plus précaires qui voudraient accéder à une année de césure ? Alors aujourd'hui, il faut garder en tête qu'il y a la possibilité de conserver sa bourse pendant l'année de césure. Ça, c'est un élément très important. Alors, il faut qu'il y ait une autorisation, puisque vous savez que la césure, elle doit être validée par l'établissement d'enseignement supérieur où on est inscrit. Et donc, la question du maintien de la bourse est quelque chose qui est très important. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, sur l'année de césure, quand on fait un service civique, il y a une indemnisation du service civique. Et donc, là aussi, vous avez la possibilité de financer votre année. Alors, c'est pas forcément, ça couvre pas tous les frais. Et d'être logé ? Une partie. Pas forcément, non. Ça, le logement, il faut voir avec les Crous. Là aussi, c'est en fonction des possibilités, mais il y a des Crous qui ont la possibilité de loger quand il y a de la place. Sandrine, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe, et c'est avec Alix. Alix, prendre une année de césure, oui, mais pas sans cadre. Et oui, on l'a dit, après les résultats Parcoursup, une partie des candidats se retrouve sans réponse claire ou sans projet qui les motive. L'année de césure peut donc apparaître comme une alternative constructive à condition d'être bien encadrée. Elle permet de sortir du cadre scolaire traditionnel tout en restant dans une dynamique d'apprentissage. Et parmi ces programmes, il existe ceux proposés par Education First, qui conçoit des séjours éducatifs dans une 50aine de destinations à travers le monde. Ces séjours mêlent apprentissage intensif des langues et immersion culturelle. Les participants sont encadrés dans des écoles sur place, évalués avant leur départ et suivent des cours en petits groupes avec un accompagnement personnalisé. Les jeunes sont logés dans des familles d'accueil, en résidence ou sur campus, ce qui leur permet d'évoluer dans un environnement multiculturel. Ce type de séjour peut donc être considéré comme un tremplin pour prendre du recul et éventuellement faire des choix plus éclairés. On écoute Adeline Prévost, responsable communication chez Education First. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une habitude qui est de plus en plus répandue auprès des jeunes bacheliers qui se posent la question notamment de maîtriser une langue, de découvrir une nouvelle culture, parce que ça, les IA vont pas pouvoir aider à apprendre cette nouvelle culture. Et également découvrir une destination, se faire des amis du monde entier, se mettre en situation, apprendre les différents accents, échanger. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Et c'est vrai que quand nous on pose la question aux jeunes qui souhaitent apprendre une langue là, pendant 6 ou 9 mois, on se rend compte qu'ils apprennent sur eux-mêmes, qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils s'adaptent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. C'est hyper important dans le cadre de ces années de césure. On apprend vraiment au-delà de la langue, qui est souvent l'objectif principal. Il y a toutes ces compétences complémentaires que le jeune va apprendre.
Et donc, quand on pose la question de façon un peu plus pointue aux bacheliers, donc aux bacheliers qui partent entre le bac et les études supérieures, on a vu que 95% d'entre eux nous répondent que leur vœu Parcoursup s'en trouve bien amélioré. Ça leur a permis de concrétiser leurs projets, d'affiner leurs projets académiques ou professionnels, et que sur Parcoursup, c'était un vrai avantage pour eux de maîtriser la langue et d'avoir fait cette année de césure à l'étranger. Sandrine Adeline Prévost d'Education First le dit dans cette vidéo, cette année de césure, c'est aussi l'occasion d'apprendre des soft skills, terme plutôt à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ah bah c'est une évidence. Franchement, que ce soit en partant à l'étranger ou que ce soit en s'engageant, parce que c'est là encore ce que je connais le mieux, la question des compétences transversales qui sont acquises pendant ces moments-là, ces fameuses soft skills, elles sont déterminantes pour la suite du parcours et elles peuvent être valorisées par les établissements d'enseignement supérieur. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'avant même d'entrer à l'université, on peut déjà valider des compétences et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être fait, puisque vous savez que depuis la loi de 2017, la loi égalité-citoyenneté, tout étudiant peut demander à faire valider les compétences acquises par l'engagement, mais aussi par toute autre activité qui serait qui lui apporterait des compétences. Vous pensez à quelles compétences, par exemple ? Sur les questions de communication, d'autonomie, la fait de, chez nous, c'est beaucoup prendre la parole en public, le fait d'avoir de l'empathie et de savoir montrer à quel moment on a fait preuve d'empathie. C'est des choses qui sont assez simples, mais qui souvent manquent dans les parcours des étudiants et qu'on ne peut pas forcément amener de manière curriculaire classique. Vous avez dit que vous êtes en pleine période Parcoursup. Oui. Et du coup, vous avez milité un petit peu pour l'année de césure ou pas ? Dites-nous comment ça se passe à la maison. On veut tout savoir, nous. J'ai pas trop milité pour l'année de césure. Ouais. Après, peut-être, en fonction de, vous l'avez dit, mais de la fin du dispositif. J'ai écrit ça. Après, moi, je suis hyper pour que ce soit adapté à chaque jeune. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors, vous le précisez à la fin aussi de votre tribune, il ne faut pas que ce soit une obligation. Il faut que ce soit adapté. Et puis, il ne faut pas que ce soit une obligation. Mais par contre, il faut que ça compte, si on le fait. Oui. S'il n'y a pas de reconnaissance de ce moment-là et de ce qui est appris pendant ce temps-là, ça va être vu comme quelque chose de négatif dans le parcours. Oui. Et ça, c'est pas... le fameux trou dans le CV, déjà, tu te dis, c'est fou, quoi. Et c'est pas la même chose de partir à l'étranger, de valoriser une nouvelle langue, le fait d'être parti, ça aussi, c'est des compétences assez intéressantes. Et le fait de s'être engagé dans l'association de son quartier. C'est pas valorisé de la même manière par les enseignants, mais aussi par les futurs employeurs. Là, le dispositif dont vous parliez, il demande quand même d'avoir quelques moyens financiers importants. Il y a plein d'autres dispositifs qui vont permettre aussi de partir. Je pense évidemment à Erasmus que tout le monde connaît. Et puis le fait de s'engager et de pouvoir tester ses compétences et tester son autonomie, c'est vraiment des éléments qui sont importants dans les parcours des jeunes et accessibles quasi à tous. Donc vous pensez que cette année de césure, ça devrait être un droit officiel inscrit dans Parcoursup ? Alors moi, je pense qu'il faut que ce soit un droit pour tous les jeunes qui se forment à un moment donné, pas uniquement les étudiants, parce qu'on a aussi beaucoup d'apprentis dans notre pays, alors parfois qui sont étudiants, mais d'autres qui ne le sont pas. Le fait de pouvoir prendre une année pour s'engager, se tester, travailler, devrait être autorisé à tous les jeunes de ce pays, quel que soit leur niveau d'études et quel que soit leur parcours, parce que c'est vraiment là où on crée des liens qui vont être fondamentaux pour la suite des parcours. Mais par contre, il ne faut pas laisser les jeunes seuls dans cette démarche-là. Oui. Et on a besoin d'avoir de l'encadrement. Là, le pas de la Première ministre était intéressant, le fait de montrer qu'institutionnellement ça compte. Maintenant, il faut que ce soit accompagné correctement et qu'on en fasse potentiellement une priorité dans les dispositifs liés à la jeunesse. Et c'est un vrai levier pour des tas de trucs. Des jeunes qui s'engagent sur un territoire, alors ça c'est un autre plaidoyer de la FEV, mais on en parlera peut-être une autre fois. C'est de pouvoir montrer que les jeunes, ils comptent sur un territoire. Et quand ils s'engagent, ça peut changer des choses de manière très importante et dans la durée. Et là, le fait d'institutionnaliser, le fait de prendre un an, c'est toute une génération à un moment donné, que ce soit après le bac ou que ce soit dans son parcours, qui pourrait donner du temps pour la société. Et donc, c'est constructif pour la société, constructif pour la personne elle-même. C'est du win-win, effectivement. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, d'après vous, Sandrine, quand ils s'adressent à vous, ces jeunes ?
Alors, les questions financières, elles se posent tout de suite. Combien je peux avoir pour financer mon étude? Où est-ce que je vais devoir habiter? Combien ça va me coûter en termes de déplacement et autres? Donc ça, c'est des éléments qui viennent assez rapidement. Qu'est-ce qu'on va me demander? Combien d'heures je vais devoir faire? Et puis, est-ce qu'on va m'aider à reprendre mes études après? Parce que vous l'avez dit, c'est pas forcément évident. Et ça fait partie aussi des dispositifs qu'apportent potentiellement les associations comme les nôtres. Vous savez qu'à la fin d'un service civique, on doit travailler la suite. Et donc, le fait de reprendre ses études en fait partie. Et on est en lien, nous, avec beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur pour que ça se passe bien. Mais globalement, c'est toujours très positif à la fin d'une césure. Est-ce que la FEF fait des interventions justement dans les établissements scolaires? Oui. Ouais. Comme on mobilise beaucoup sur le service civique, on propose cette dispositif, le fait d'être en année de césure, et ça séduit pas mal de jeunes. Ce qui reste difficile aujourd'hui, c'est que pour demander une césure, il y a des moments particuliers, et si on loupe la date, on attend l'année d'après. C'est quelle date? Ça dépend. Il n'y a pas la même d'une fac à l'autre, ou d'un établissement à l'autre, c'est pas la même. Ce sera trop simple. Oui. Et donc, comme c'est soumis à chaque fois à l'autorisation de la filière dans laquelle vous vous inscrivez, même en passant après le bac par Parcoursup, c'est toujours très aléatoire en termes de fonctionnement. Donc ça demanderait à être un petit peu normalisé, normé en tout cas, pour que les jeunes puissent savoir vraiment à quel moment ils peuvent le faire. On peut doubler son année de césure? Je crois pas. Ah zut. J'ai tenté. Par contre, on peut faire un Erasmus après, je pense que c'est pas la même... Oui. On peut peut-être compiler. Mais il faut attendre la licence 3, je crois. Il y a des choses qui sont inscrites dans le cursus classique, donc le fait de partir à l'étranger ou de faire des stages ou d'avoir une alternance. Deux spécialistes en plateau. Si vous avez la moindre question, vous contactez Sandrine, vous contactez Alice, bien évidemment. Mais en tout cas, la césure, je crois que c'est qu'une fois. Oui. Vous l'avez dit, la santé mentale des jeunes est au cœur du débat. Dans quelle mesure, concrètement, une année de césure peut les préserver, ces jeunes? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la santé mentale, mais ce que je vois, c'est qu'on a des jeunes qui ont des manques de repères et de liens très forts et qui, quand ils arrivent à l'université notamment, se retrouvent seuls très très vite. Et donc, le premier des trucs contre lesquels on lutte, nous, en tant qu'association, c'est l'isolement. L'isolement des étudiants et le fait de s'engager, de prendre du temps pour créer des liens nouveaux dans un territoire qui va être celui de leurs futures études potentiellement est un moment intéressant parce qu'ils vont être amenés à développer des nouvelles compétences et notamment celle de pouvoir créer des liens sans avoir peur de l'autre, sans avoir peur de ses propres réactions. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est super important. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose. Mais pourquoi c'est plus fort aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Depuis le Covid, on a une très très forte poussée de jeunes qui ont du mal à créer des liens, qui ont du mal à sortir de chez eux, qui ont du mal à faire confiance. C'est la phase d'isolement du Covid qui a créé ça. Alors, je ne suis pas spécialiste de la santé mentale des jeunes, mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est ça. C'est qu'il y a une difficulté à créer des liens et que ces liens, ils sont indispensables pour mener une année d'études dans de bonnes conditions. Et du coup, ça a décuplé cette quête de sens? Je pense que là, la situation... on va dire international et national a beaucoup œuvré aussi. Il n'y a pas que le Covid. Il y a quelques facteurs. Ça fait beaucoup de facteurs cumulés qui font que quand on est un peu fragile ou qu'on ne sait pas trop où on va, puis c'est la fin de l'adolescence pour certains, donc c'est compliqué de se projeter et de se dire quel sens je vais donner à ma vie dans ce monde qui est quand même un peu difficile. Donc s'accrocher sur une activité ou sur un projet en tant que tel qu'on a formalisé, qui est le sien, ça permet aussi de se redonner des repères pour pouvoir poursuivre. Et puis ils se découvrent énormément de qualités, de compétences, d'envie, puis ils se font des nouveaux potes et parfois des premières expériences personnelles, amoureuses et autres. Et ça permet de déterminer en grande partie la suite du parcours. C'est pas mal. C'est ça aussi, l'expérience étudiante, entre guillemets. Ok, oui, on s'en souvient. Quel est quoi cette tribune? Pour l'instant, elle est sortie il y a très peu de temps. Je crois qu'elle est relayée sur... Mais vous avez plutôt des bons retours? Oui, plutôt bon. Après, on verra. On va la pousser aussi auprès des pouvoirs publics et notamment des établissements d'enseignement supérieur et puis de nos partenaires au niveau du gouvernement. Mais moi, j'aimerais qu'elle aille plus loin. Ah oui, elle embête tout le monde, je pense, cette annonce. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer dans l'enseignement supérieur et notamment au moment de Parcoursup. Mais je pense qu'elle elle peut être salvatrice à moyen terme
pour redonner de l'air aux jeunes de France, parce qu'ils sont quand même un peu comprimés. Mais pourquoi tu dis qu'elle va embêter, ça va pas coûter plus cher? Au contraire, non? Parce que de dire, parce une année, c'est entre 11 000 et 17 000 euros à chaque fois qu'un élève abandonne. Potentiellement, ça s'équilibre. Le truc, c'est que ça va demander une organisation particulière. Ah, oui, il va falloir changer. Il va falloir changer un petit peu. Oui, puis prendre en compte les envies des jeunes individuellement, ce qui n'est pas forcément simple. Là, Parcoursup le fait avec un algorithme, mais quand il faut le faire massivement sans algorithme, c'est plus compliqué. Il va falloir créer un algorithme. Ouais, j'espère qui marche mieux progressivement. Mais il marche pas si mal en vrai. Enfin, pour le coup, par rapport à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de rationaliser. Non, mais c'est bien d'être une défenseuse de Parcoursup, c'est bien. Je ne défends pas Parcoursup, je défends l'outil. Un outil comme celui-là, l'outil, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir suffisamment de place pour tout le monde sur leurs choix. C'est pas le problème de l'outil. C'est souvent le problème qu'on a d'ailleurs. On montre l'outil avant de montrer la problématique politique qui est derrière. Quelles sont les autres ambitions de la FEV assez rapidement? Il nous reste 2 minutes. Là, pour nous, les prochaines ambitions de la FEV, c'est sur la question des élections municipales, qui va être un plaidoyer important, pour montrer que les jeunes peuvent être une force en termes de politique publique, pas seulement pour eux, mais avec eux. Et donc, nous, on a par exemple 22 000 jeunes qui s'investissent sur des actions de mentorat sur tous les territoires prioritaires. Aujourd'hui, les jeunes peuvent être aussi acteurs des propres solutions qu'on va proposer sur la lutte contre les inégalités, par exemple. Et souvent, c'est pas intégré aux politiques publiques. Une ville universitaire, par exemple, voit la ressource commerciale que représentent les étudiants, mais ne voit pas la ressource sociale qu'ils représentent en termes de compétences et en termes d'engagement. Et donc ça, c'est un plaidoyer qu'on porte depuis 30 ans. Là, on a envie de montrer qu'il faut intégrer cette question-là aux politiques jeunesse. C'est pas on arrive à le chiffrer, ça? Parce que souvent, en gros, ils comprennent avec les chiffres. Alors, on le chiffre, nous, en milliers d'heures d'engagement, mais ça ne suffit pas. Non, il faut le chiffrer en sous. Ouais. Ah oui, pour que ce soit plus impactant. En tout cas, ce serait dommage pour une ville universitaire de ne pas penser sa politique publique à destination notamment des questions éducatives, mais ça peut être plein d'autres choses, avec cette force-là, en plus des moyens financiers qu'ils ont déjà. Merci beaucoup Sandrine. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Sandrine Martin, directrice de l'enseignement supérieur et jeunesse de la FEV, autrice donc de cette tribune pour le moins intéressante. Vous l'aurez compris. Alix, on se retrouve demain. À demain. À demain. Bonne journée. Ciao.